Merci à nos deux invités qui sont ici présentes. Je pense que tu as un micro, c'est bien ça, avec une présentation dont nous avons, attention, je peux me tromper, Laura, Marion, Laura. Toi, tu es... Salarié, responsable technique à la fédération. Le prénom déjà? Marion Escarpite. Marion Escarpite, voilà, ici présente, qui est responsable du pôle technique de la fédération, passionnée d'environnement et d'études d'écologie. C'est ce qu'on m'a dit en tous les cas. Tu m'arrêtes si, évidemment, il y a une bêtise qui a été dite. Et puis, nous avons Laura. Laura Jamet, thésarde sur cette thématique, en deuxième année de doctorat en biologie des organismes au Muséum national d'histoire naturelle et à Sorbonne Université. Je pense là aussi que j'ai eu les bonnes informations en main. Et on va parler bien sûr, mesdames, du brochet aquitain, espèce endémique des Landes. Donc je vous laisse bien sûr non seulement évoquer ce sujet que vous avez préparé et peut-être compléter la présentation qui a été la nôtre. Qui veut commencer? C'est Laura. C'est moi qui commence. Je t'en prie Laura, c'est à toi. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être ici pour vous partager un petit peu ces connaissances sur le brochet aquitain. Donc, je suis financée par l'Institut du patrimoine de Sorbonne Université pour étudier un patrimoine naturel qu'est le brochet aquitain. Et avant de vous parler un peu plus de mes recherches, je vais vous parler du brochet aquitain en lui-même. Donc, décrit il y a 11 ans, soit en 2014, le brochet aquitain, il a toujours été confondu avec le brochet commun, qui lui a été introduit dans les années 50 dans le sud-ouest de la France pour répondre au déclin de la population de brochets à l'époque dans le sud-ouest et pour répondre également à la demande des pêcheurs. Donc, le brochet aquitain, il est différent de notre brochet commun. Sur la morphologie et sur la génétique, et je sais que ça peut paraître un peu contre-intuitif parce que peut-être que vous avez déjà entendu parler qu'il existe des hybrides entre ces deux espèces, des hybrides féconds, mais en ichthyologie, en fait, on ne va pas prendre ce critère-là d'hybride pour définir une espèce. On va se baser principalement sur la morphologie et sur la génétique. Donc, la différence qu'on a entre le brochet commun et le brochet aquitain, ça va être déjà le nombre d'écailles qu'on a sur la ligne latérale du brochet, qui est plus petite, on en a moins chez le brochet aquitain que sur le brochet commun. Et une chose un peu plus évidente, ça va être la taille du museau du brochet, qui va être plus longue chez le brochet commun, et on va avoir un petit nez pour le brochet aquitain. Une autre différence qui est la plus visible, en fait, ça va être la robe du brochet, où sur le brochet commun, on va avoir des petits points, alors que sur le brochet aquitain, lui, il est vraiment marbré. Donc, pour continuer, ces deux espèces de brochets, donc Esox aquitanicus pour le brochet aquitain et Esox lucius pour le brochet commun, ces deux espèces sont classées vulnérables donc, par l'IUCN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, et ce sont des espèces protégées en France grâce à l'arrêté du 8 décembre 88. Donc, où est-ce qu'on trouve ces espèces? Là, on passe sur la petite carte, normalement. Voilà, parfait. Donc, en bleu, vous avez là où on retrouve le brochet commun de manière native, mais on va le retrouver également, donc je vous ai dit, dans le sud-ouest de la France et aussi en Bretagne, parce qu'il a été introduit. Et donc, en fait, en 2014, on a découvert que le brochet aquitain, lui, il était dans le sud-ouest de la France et il était endémique sur la répartition rouge que vous pouvez voir sur la carte, avec des petites introductions ponctuelles, je ne suis pas sûre que vous le voyez, mais de brochets communs dans cette zone-là. Donc, il est bien originaire du sud-ouest de la France, sa zone de prédilection. Ensuite... Donc maintenant que je vous ai introduit le brochet commun en long, brochet aquitain en long, en large et en travers, je vais vous parler de mon sujet de recherche qui se passe sur 3 grands axes. Donc le passé, où en fait je vais essayer de retracer la distribution du brochet aquitain au Paléolithique. Ensuite, on se case un peu plus dans le présent avec l'étude de la période de reproduction du brochet aquitain et de ses parasites, le tout pour avoir un maximum de connaissances pour préserver son futur. Donc on va passer tout de suite sur le passé. Donc pourquoi le brochet aquitain est-il endémique de cette région?
Donc la carte, elle est là juste pour vous montrer en fait cette grande ligne. C'est qu'il y a 18 000 ans, on avait le dernier maximum glaciaire, ce qui fait que ça forçait les espèces à être présentes qu'à certains endroits. Et donc dans le sud-ouest de la France, on a le brochet aquitain. Donc on a une petite icône de brochet pour montrer qu'à cet endroit-là, il y a 18 000 ans, on avait du brochet. Et on en a un autre endroit qui va être un petit peu plus au nord des Alpes. Et ici, en fait, ce serait le brochet commun. Ce qui fait qu'en fait, ces deux espèces, elles étaient bien séparées géographiquement à l'époque. Et donc, ce maximum glaciaire, il va expliquer l'endémicité de notre espèce de brochet. Donc, pour continuer à illustrer le brochet aquitain dans le passé, donc au Paléolithique, on va avoir plusieurs représentations de ce poisson. À l'époque, on avait des populations, c'était donc au Magdalénien. On avait des représentations dans les grottes, comme on peut avoir celle du Perchemel, que vous connaissez peut-être. On va avoir également des gravures, comme ici sur celle dans la grotte de la Vache. Et on va avoir également des gravures sur des os, comme dans la grotte du Gourdan, en Haute-Garonne. Et en fait, ces populations, c'était des hommes qui étaient surtout chasseurs-cueilleurs. Et pour compléter un petit peu leur alimentation, ils faisaient de la pêche. Ça, on l'a découvert en fait avec les restes osseux qu'il y avait dans les grottes. Et ils faisaient, on pense principalement de la pêche active, donc avec des hameçons, de la fouenne ou des lances. Et ici, en haut à droite, vous pouvez retrouver en fait des bouts de lance sur lesquels ils faisaient de la pêche, et à droite, des bouts de fouenne. On suppose aussi qu'ils faisaient de la pêche passive avec de la nasse et des filets. Voilà. Donc maintenant, passons aux petits restes de brochets qu'on retrouve dans les grottes et dans les sites archéologiques. Donc ici, vous avez en rouge la répartition actuelle du brochet aquitain. Et vous avez les restes pour les petits triangles connus de brochets. Donc on en a dans plusieurs époques, on a le paléolithique, on a le mésolithique et on a le néolithique également. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le paléolithique, parce qu'en fait, après, donc à partir du mésolithique, mais surtout au néolithique, on va avoir beaucoup plus de mouvements de population sur le territoire. Et en fait, avec ça, ça peut introduire des biais, parce qu'ils peuvent nous avoir emmené des ossements, du poisson, etc. Et ce qui fait que ça peut un petit peu biaiser les résultats. Donc nous, on s'intéresse au paléolithique, et ça tombe bien, dans le sud-ouest, on a pratiquement que ça, du paléolithique. Et le but étant d'identifier si ces ossements sont bien du brochet aquitain ou en fait du brochet commun. Et pour ce faire, donc, je vous invite à passer à la slide suivante, on a des collections au Muséum d'histoire naturelle d'ossements actuels de brochets. Et en fait, le but de ma thèse a été de comparer le brochet aquitain et le brochet commun pour trouver des petites différences, pour trouver des petites clés pour identifier ces restes de brochets que vous pouvez voir qui sont un petit peu plus marrons sur les photos. Donc, on a trouvé plein de choses. Ce site était une mine d'or de brochets. Apparemment, ils aimaient bien ça. Donc, on a du ptérotique, c'est au niveau du crâne. On va avoir du pariétal, pareil, avec un morceau sublimement conservé. On voit qu'il est vraiment la même taille que celui de l'actuel à côté. On a de l'articulaire et l'idiomandibulaire. Donc, l'idiomandibulaire, c'est à l'intérieur du crâne. Et on va avoir l'articulaire et le carré en bas à gauche qui se trouvent en fait au niveau de la mâchoire. Super bien conservé, et on va avoir aussi le clétrum qu'on observe un peu plus, et c'est celui qu'on retrouve ici au niveau de l'opercule, derrière ici les branchies. Donc c'était plus facile à dire qu'à faire de retrouver si c'était du brochet commun ou aquitain. Morphologiquement, c'est un peu compliqué, donc on est passé à une étape supérieure qui va être essayer de récupérer de l'ADN ancien dans ces petits morceaux. Donc ici, on a un super morceau de crâne, et en fait, on a récupéré un tout petit morceau pour préserver la structure de ce beau morceau du paléolithique. On l'a écrasé, et on a récupéré l'ADN de ce petit morceau d'os au laboratoire, au musée de l'homme, donc dans des conditions bien stériles. Ça fait un peu marrant, on manip en tenue de cosmonaute, donc c'est marrant. Et j'ai analysé les données lundi. Donc, je peux vous dire qu'en avant-première, c'est du brochet aquitain.
Donc, il y a 18 000 ans, on avait bien du brochet aquitain dans la région. Donc, en tout cas, pour les points que vous avez ici sur la carte. Voilà. Donc ça, C'est toi, un c'est super toi truc. qu'on l'envoie, Laura, sur la photo, là? Non, non. Oui, c'est moi, C'est toi, cosmonaute. voilà. Effectivement, on ne le reconnaissait pas. Donc voilà, donc ça c'est un super résultat. Et puis bon, on va avancer de quelques milliers d'années dans le temps. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouvais d'intéressant. Donc c'est des images, donc tableau et la carte qui date du 19e siècle, pour vous montrer en fait le changement de sol dans les Landes depuis ces années-là, où en fait on voit bien avec la carte de l'état-major que les Landes au 19e siècle c'était un paysage très marécageux, très humide, et on le voit très bien aussi sur ce tableau de Théodore Rousseau. Et ça illustre bien en fait le changement de sol et d'environnement des Landes qu'il y a eu, notamment par en fait Napoléon III qui a demandé à ce qu'on ait de la sylviculture pour assécher ces sols marécageux. Et en fait, ça n'a peut-être pas aidé notre copain le brochet aquitain. Donc voilà, donc ça c'était une petite parenthèse que je trouvais sympa, historique sur ce département. Donc maintenant, on va revenir dans le présent avec l'étude de la période de reproduction du brochet aquitain. Donc en fait, dans la littérature, on a des données qui disent que dans le sud-ouest, le brochet, donc de manière générale, se reproduit à partir de la fin février. Et donc on se dit, ok, d'accord, est-ce que ça date un petit peu? Est-ce que c'est toujours bon? Est-ce que ça s'applique au brochet aquitain? Et donc, pour répondre à ces questions, on a utilisé la méthode d'ADN environnemental grâce au super personnel de la Fédération de pêche du 40 qui nous ont fait des prélèvements de fin novembre 2023 jusqu'à jusqu'à fin février 2024. Ils nous ont fait des prélèvements toutes les semaines dans une frayère de brochet aquitain pour pouvoir en fait voir si on a de l'ADN de brochet. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus après. Donc, on va aller filtrer dans l'eau avec des filtres l'ADN contenu. Il y a de l'ADN de à peu près tout. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'ADN de brochet aquitain. Et donc, comment ça fonctionne? Donc, ici, vous avez un petit graphique. C'est en fait la concentration d'ADN de brochet dans l'eau dans le temps. Et donc, au tout début, on ne va pas avoir de brochet dans la frayère, donc on n'a pas d'ADN, pas de signal. Ensuite, on va avoir l'arrivée des reproducteurs, ça va augmenter un petit peu. Puis ensuite, bam, reproduction, relargage des gamètes dans l'eau. Donc, on va avoir beaucoup d'ovules, beaucoup de spermatozoïdes. Et en fait, ça va faire un gros pic qui va être bien visible au résultat. Et ensuite, ça va redescendre parce que soit il n'y a plus trop de repros, soit en fait, les reproducteurs s'en vont. Et ensuite, on a le départ des reproducteurs. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ce petit pic. Et donc, on va regarder que la courbe du bas, mais on voit ce qui est encadré, ce petit pic. Il est là, il est bien là. Et pour cette année-là, donc en 2023-2024, sur cette frayère, on a une reproduction qui débute à la mi-janvier et se termine à la mi-février. Ensuite, dernier axe, et après je vous laisse tranquille avec le brochet, je vous laisse passer à Marion, la parasitofaune. Donc ça c'est super intéressant, peut-être que pour les pêcheurs vous avez déjà vu plein de petites bêtes qui se baladent sur les poissons. Et bien en fait ça nous donne des indices sur l'état de santé des populations, s'il y en a beaucoup, est-ce que les populations sont malades, qui ne se portent pas très bien, ou au contraire, il n'y en a pas. Et finalement, les populations de poissons se portent super bien. Mais ça nous donne aussi des indices sur les communautés parce que les parasites passent d'un poisson à un autre et ça va nous donner en fait des indices sur quelles espèces on peut retrouver dans les cours d'eau. Donc, on va commencer la petite liste avec l'argule. Donc, c'est le Argulus foliacellus. Peut-être que vous l'avez déjà vu parce que celui-là est assez facile à repérer. C'est le pouls du poisson. On le retrouve sur les écailles et les branchies. Ça fait 1 ou 2 mm. C'est assez rigolo à voir. Et on le retrouve sur pas mal de poissons. La perche, le gardon, la carpe et bien sûr nos 2 espèces de brochets. Ensuite, on passe à un niveau beaucoup plus petit. On va retrouver un tout petit monogène qui est Tetranychus monanthéron. C'est vraiment un mini machin qu'on retrouve sur les branchies. Et en fait, on peut en retrouver quelques-uns, jusqu'à quelques milliers, qui nous a bien occupés l'été dernier.
Et en fait, du fait de l'endémicité de notre brochet aquitain, on pensait qu'on allait avoir une nouvelle espèce de monogène. Et en fait, pas du tout. On a la même espèce qui fait que ça montre bien ce passage de parasite entre le brochet commun et le brochet aquitain. Ensuite, pareil, aussi une information très intéressante, on a retrouvé le ténia de l'anguille, qui est donc Botryocystus claviceps pour le nom barbare. Donc en fait, il a été connu pour être que chez l'anguille, avec un passage sur la perche soleil, qui est lui pas son hôte définitif, il se plaît pas trop, il préfère l'anguille et le brochet aquitain. Et en fait, c'est une première identification chez le brochet. Il n'est même pas connu chez le brochet commun. Donc ça, c'est une super info que je vous donne maintenant en avant-première. Et enfin, on a trouvé plein de nématodes. Donc ça fait partie de la famille des Anisakis. Donc c'est Rhiphadoscharys acus. On le retrouve dans l'intestin et l'estomac. Et lui, pareil, il est un peu partout. Chez l'anguille, chez la perche, chez la truite arc-en-ciel. Et en fait, c'est ça qu'on va retrouver, par exemple, dans le saumon ou dans d'autres poissons qu'on peut consommer. Et si c'est mal cuit ou si c'est mal préparé, ça peut finir chez l'humain. Donc voilà pour la parasitofaune. Donc pour conclure sur tout ce que je vous ai dit, le brochet aquitain, il est là depuis le Paléolithique. Il a une reproduction qui semble précoce, en tout cas d'après les premiers résultats. Et en fait, là, cette année, on a recommencé, ils ont recommencé à nous faire des petits prélèvements, mais sur plusieurs sites, dont un site de brochet commun. Donc on va pouvoir comparer un petit peu ces deux espèces, ces deux périodes de reproduction. Et enfin, on voit que le brochet aquitain, à lui-même, c'est un bel écosystème à lui seul. Et donc tout ça dans le but de protéger ce patrimoine naturel français et aquitain. Donc voilà, je passe la main à Marion. On va pousser un petit peu plus la cuisson si on a du brochet à manger à midi. Hein. Pardon. Marion. Merci Laura et bravo. Donc moi maintenant je vais essayer de recentrer un peu à la Fédération des Landes ce qu'on fait pour le brochet et les brochets. Ça fait des années que le brochet et les brochets sont au centre des préoccupations de la Fédération des Landes. Notamment depuis les années 2000, il y a une politique active qui est menée au sein de la Fédération, que ce soit le suivi, la préservation et la gestion des populations de brochets. Alors, outre l'engouement des pêcheurs, bien évidemment, pour cette espèce, nous, on s'y intéresse particulièrement parce qu'on parle d'espèces bio-indicatrices. Donc, ça veut dire qu'elles nous donnent une information sur la qualité et la bonne santé des milieux aquatiques. On parle aussi d'espèces parapluies. Donc, ça, c'est le schéma que vous avez à l'écran. Donc, j'ai mis le brochet en haut. Ce n'est pas une histoire de supériorité. C'est juste que quand on fait des actions en faveur du brochet, ça va bénéficier à tout un tas d'espèces. C'est pour ça qu'on parle d'espèces parapluies. Vous imaginez, c'est le brochet qui tient le parapluie. Et tout en dessous, il protège plein d'espèces qui sont phares des zones humides ou des eaux stagnantes, des cours d'eau, etc. Pourquoi ? Parce que le brochet, il a des exigences écologiques. Il lui faut certains critères dans les milieux. Il va lui falloir une eau claire, beaucoup de végétation, une disposition de zones humides autour de son milieu de vie pour qu'il puisse aller faire sa reproduction. Donc tout ça, c'est tout un tas de critères. Il est aussi au sommet de la chaîne alimentaire, donc il lui faut à manger suffisamment, en quantité et de bonne qualité. Donc tout ça fait que le brochet est une espèce phare de nos milieux. Alors, comme l'a dit Laura, on a plus de connaissances pour l'instant sur le brochet commun. Pour l'instant, on assimile un peu les cycles de vie, mais bientôt, on aura plein d'informations sur le brochet aquitain et on pourra voir, comparer si effectivement c'est pareil ou pas. On a vu que c'était une espèce exigeante, et comme toute espèce exigeante, malheureusement, elle est menacée, et elles sont menacées, les deux, brochet commun, brochet aquitain, par des pressions qui sont très souvent d'origine anthropique. Donc vous allez avoir, comme l'a évoqué Laura et vous l'a montré, toute la modification qu'il y a eu sur notre territoire. La principale, on peut parler du drainage, donc pour assécher les marais et pouvoir y planter notamment des pins, ou encore aussi la mise en place de diverses cultures. Vous allez avoir aussi l'imperméabilisation des sols. Quand on construit, c'est plus sympa de marcher sur du béton que sur de la boue, donc on essaie
de fixer ça. Il y a de l'endiguement. Les fleuves, on a cherché les cours d'eau, on a cherché à les fixer dans un espace pour pas qu'ils divaguent trop et que ça nous embête pas. On a fait des obstacles aussi transversaux, donc obstacles à la migration. Bien sûr, des pollutions, que ce soit engrais, produits chimiques. L'introduction, volontaire ou non, d'espèces exotiques envahissantes, ça c'est aussi un souci. Une mauvaise gestion de niveau d'eau, la pression de pêche, parce qu'il faut aussi se regarder. La prédation des oiseaux, ou encore, plus récemment, le changement climatique. Donc tout un tas de pressions. Tout ceci a amené les pêcheurs à se dire il y a de moins en moins de brochets, donc il faut faire quelque chose. Les pêcheurs sont aussi les premiers gestionnaires des milieux aquatiques, donc on a essayé de mettre en place des mesures, si ce n'est supprimer les pressions, au moins les limiter un maximum, pour maintenir des populations de brochets en bonne santé et aussi du coup maintenir une pêche de loisirs satisfaisante. Donc dans les Landes, même si comme Laura vous l'a expliqué, il y a un enjeu supplémentaire forcément sur le brochet aquitain, mais nos actions se dirigent vers les deux espèces. On ne se dit pas il faut plus protéger le brochet aquitain que le brochet commun. On fait des actions en faveur des deux espèces. On est juste bien sûr beaucoup plus vigilant sur les sites où on n'a que du brochet aquitain, on en a encore. Et donc voilà, on va être un peu plus attentif, mais toutes nos actions se dirigent vers toutes les populations de brochets. Par contre, ce qu'on peut faire, ce qu'on est amené à faire, c'est qu'on peut, des fois, sur des sites où il y a beaucoup de brochets aquitains, on en sauve et on les déplace dans d'autres endroits du département pour essayer de venir soutenir des endroits qui sont un peu déficitaires. Voilà pour l'introduction. Et donc maintenant, je vais vous faire un... non, Jérémy, tu peux revenir. On a tout un panel d'actions à la Fédération de pêche qui sont menées à la fois par l'équipe salariée, mais aussi par les élus en réunion et qui vont porter la bonne parole du brochet. Donc pour la partie technique, ce que vous avez à l'écran là, on va avoir des petits exemples. Donc vous avez à gauche une des actions qui est l'inventaire et le diagnostic des frayères. Donc les frayères, c'est le lieu où pondent les poissons. Donc chez le brochet, on va être sur des zones humides, des milieux annexes aux cours d'eau ou aux plans d'eau. Donc évidemment, on essaie de balayer un maximum notre territoire pour soit en trouver de nouvelles, les suivre, voir s'il y en a qui disparaissent, d'autres qui réapparaissent, etc. Sur la droite, vous avez les travaux de restauration de ces frayères. Si pendant le diagnostic, on estime qu'elles ne sont pas en bon état, on peut être amené à faire des travaux pour les améliorer. Donc là, notamment, c'était le marais de la Wadi à Biscarrosse, notamment donc une action avec la Fédération des chasseurs des Landes. Voilà. Ensuite, toujours pour la partie technique, vous allez avoir le suivi de la reproduction du brochet. Donc ça se passe en ce moment, c'est la photo que vous avez à gauche. Donc ça, ce sont tout un ensemble de pêche électrique. C'est de avril jusqu'à presque fin juillet, où là, vraiment, on vient dans les frayères qu'on connaît et on va essayer de quantifier la reproduction annuelle. Donc est-ce qu'elle a été bonne, moins bonne, mieux que l'année dernière, moins bien, etc. Et puis aussi comparer entre les sites. Donc là, vous avez aussi, on le voit derrière, Louis, qui est notre stagiaire qui nous accompagne cette année, en Master 2. Et donc voilà, tout un tas de mesures après sur les brochets et des pêches de sauvetage, etc. Après, ça peut être aussi une présence aux réunions avec nos différents partenaires techniques, toutes les élaborations des documents techniques, etc. Et comme on l'a vu aussi avec Laura, plus récemment, la collecte de matériel biologique, parce que forcément, elle est au muséum, elle ne va pas descendre tout le temps, donc voilà, elle nous confie la collecte de ce matériel biologique pour qu'après, elle puisse, les traiter et publier les résultats dans des revues scientifiques. Pour la partie politique et administrative, qui est aussi très importante, comme on a de plus en plus de connaissances et qu'on suit notre territoire à l'instant T, on peut faire évoluer la réglementation pêche. Donc ça, c'est vraiment des choses, on a un résultat, et directement, on va l'appliquer pour essayer d'améliorer la situation. Donc le plus connu, c'est la fenêtre de capture, la toise que vous avez à l'écran. Donc voilà, ça fait maintenant 3 ans qu'on est sur 60-80, puisque en fait, ça vient du fait que souvent les poissons les plus gros sont des femelles chez le brochet, et le nombre d'œufs pondus est proportionnel au kilo de poids du brochet. Plus le brochet est gros, plus il va pondre d'œufs, donc on estime qu'il y aura plus d'alevins par la suite. Après, ça peut être
les quotas par jour et par pêcheur, etc. Il y a une grosse politique aussi d'acquisition foncière de la fédération pour essayer de, quand on achète un site par la Fédé, on est sûr que voilà, ça ne va pas être transformé en lotissement ou des choses comme ça. Après, on va avoir aussi une présence constante des élus ou du directeur au sein des réunions pour en gros défendre constamment le brochet et les zones humides dans la prise en compte des projets, dire attention, ça peut avoir un effet néfaste sur le brochet, etc. Pour la partie garderie, donc on l'a vu, si on fait évoluer la réglementation pêche, il faut qu'elle soit appliquée. Donc ça va être du contrôle des pêcheurs, de l'activité, respect de la réglementation, pour être sûr que les mesures décidées soient appliquées. Et enfin, sur la partie communication, vous avez un post là Facebook qui apparaît sur l'écran. Ça va être en fait valoriser toutes ces actions-là auprès des pêcheurs, leur expliquer, vous payez une carte de pêche, voilà ce qu'on fait avec, voilà les actions qu'on est amené à faire avec cet argent. Et donc voilà, toutes ces actions, c'est grâce à nos adhérents, grâce à la vente des cartes de pêche bien sûr, et puis à l'ensemble de nos partenaires institutionnels, techniques et financiers, qui nous permettent de faire vivre ces actions au quotidien. Merci. Merci à Marion et à Laura. On sait pratiquement tout sur le brochet maintenant, et surtout le brochet aquitain. Vous le disiez toutes les deux, c'est une espèce menacée de disparition. Quels sont les espoirs aujourd'hui? De quelle façon on peut inverser peut-être la tendance? Je m'adresse aux deux. Avec toutes les actions que vous venez de dire. Après, il y a, maintenant grâce au travail de Gaël et de Laura, on a une cartographie assez précise de notre département, de où est-ce qu'on a que les brochets aquitains, où est-ce qu'on a du brochet commun, où est-ce qu'on a des brochets hybrides. Donc on est capable, notamment les secteurs où il y a du brochet aquitain, de, par exemple, arrêter, ça fait déjà 10 ans que ça a été fait, arrêter complètement les empoisonnements en brochet pour être sûr de ne pas polluer l'espèce. Mais après, voilà, c'est tout un tas d'actions grâce à nos partenaires, grâce à nos pêcheurs qu'on peut mettre en place au quotidien. Est-ce qu'on est toujours entendu par rapport à ce qu'on veut faire, les actions qu'on veut mener? Oui, je pense que dans le département, on a la chance de très bien s'entendre avec tous nos partenaires. Et on est écouté et je pense qu'on a un partenaire privilégié quand même pour les actions comme ça. Alors, le brochet aquitain, il a l'accent, je suppose que tu le reconnais à l'accent, c'est ça? On le situe où exactement? En majorité, hein? Là, toujours, ça va être Marion qui va mieux connaître son Marion emplacement. Oui. Marion, on le situe où exactement, le périmètre où on trouve le plus de brochets aquitains? Je vous remercie de m'avoir posé la question. Principalement sur les secteurs en première catégorie, parce qu'en fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le brochet était interdit en première catégorie pour éviter la prédation sur les truites. Donc en fait, comme on n'en a pas remis, on n'a pas pollué l'espèce. Originellement, il y en avait partout. Et après, forcément, les secteurs très alvinés comme la Dour, les Grands Lacs, là, c'est sûr que maintenant, on n'a plus de brochet aquitain. Laura, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une jeune femme comme toi s'intéresse au brochet? C'est un petit peu peut-être qu'on se pose, c'est la question qu'on se pose. Parce qu'apparemment, il y a vraiment une sacrée connaissance derrière. Tout simplement parce que c'est une espèce vraiment chouette et qu'il y a tout à apprendre sur elle et qu'il faut la protéger et que moi j'aime beaucoup le fait de pouvoir étudier une espèce pour pouvoir mieux la protéger derrière. Voilà. Cette thèse, elle prend combien de temps ou elle a pris combien de temps? C'est 3 ans, je suis sur ma 2e année, donc il me reste toute la moitié à faire. Donc analyser beaucoup de résultats et donc dans 1 an et demi, j'aurai terminé. Qu'est-ce qu'on peut encore apprendre sur le brochet? Qu'est-ce que tu peux encore nous apprendre? Eh bien, sur la période de reproduction que les fédérations ont échantillonné tout cet hiver, donc on va voir si les premiers résultats qu'on a vus se confirment ou pas. De quelle façon vous travaillez ensemble? Parce que vous êtes en contact, je suppose, assez régulièrement. Qu'est-ce qui se passe dans la façon peut-être de travailler? De quelle façon on travaille? De quelle façon vous travaillez ensemble? Marion et Laura, les deux. Par exemple, c'est Laura qui nous a formés avec Sylvain à la technique de prélèvement d'ADNE. Donc on avait été à la Fédération de pêche de Gironde l'année dernière.
voilà, pour nous montrer comment ne pas contaminer les échantillons. Comme cette année, en plus, on avait 3 sites, et brochet aquitain, brochet commun, donc évidemment, il ne fallait pas polluer les sites entre eux. Donc voilà, après, c'est des échanges de mails, des appels, voilà, c'est très. On croise très pas mal facile. d'informations, je suppose, ensemble. Oui, parce que Marion, c'est la spécialiste du brochet aquitain, donc donc c'est elle ma Bible. Là, vous avez 2 spécialistes, messieurs, dames, du brochet quand même aquitain, donc qu'on se le dise. On salue monsieur le préfet qui nous a rejoint, monsieur Gilles Clavrel. Merci de vous intéresser en tous les cas à ces travaux, à ces ateliers, à cette assemblée générale de la pêche départementale. On va peut-être faire en sorte que le micro puisse circuler, Jérémy, dans la salle, et peut-être il y a des questions qui vont fuser. Il y a 10 petites minutes qui vous sont consacrées à chaque atelier pour pouvoir réagir, interagir avec Marion et Laura. Bonjour, je suis Monsieur Lemeurtre, le trésorier de l'association de pêche de Grenade-sur-l'Adour. J'ai juste une question à Laura. Est-ce que vous travaillez uniquement avec la Fédé 40 ou avec d'autres départements ou d'autres départements où le brochet aquitain est présent? Alors oui, cette année, on a travaillé avec la Fédé du 33 également pour un site et aussi avec la 64. Voilà. Donc on a fait 3 départements cette année, donc hâte de voir les résultats. Oui, bonjour, je suis Doyen Bruno, président de la PPMA d'Agetmont. Est-ce qu'en termes de comportement, il y a une différence entre les 2 brochets? Comportement alimentaire, agressivité ou taille maximale? Alors en taille maximale, le brochet commun a tendance à être plus grand que le brochet aquitain. Marion, tu me corriges si jamais. Pour le reste, je ne sais pas, parce que je ne suis pas assez sur le terrain pour pouvoir vous répondre, mais je pense que Marion va le faire. Alors moi, je pêche pas, donc en agressivité, je ne sais pas. Par contre, pour l'instant, ce qu'on suppose, c'est que, d'après les premiers résultats, mais bon, c'est vraiment provisoire, c'est que le brochet aquitain aurait un comportement plus rhéophile, c'est-à-dire qu'il arriverait plus à remonter les cours d'eau. Des fois, on le trouve dans des zones amont de bassins versants, là où voilà, on se disait plutôt qu'avant, le brochet, c'est une espèce de lac ou de partie aval de fleuve. A priori, le brochet aquitain, nous, on en trouve vraiment sur les parties très amont des cours d'eau. Donc même en termes de zonation, ce qu'on nous a appris, les truites à l'amont, le brochet à l'aval, brochet aquitain, apparemment, ça ne correspondrait pas. Après, ça reste provisoire. Après, en termes de pêche, je ne sais pas, Vincent, si tu veux répondre. Non, alors après, en termes d'agressivité, je pense que c'est la même chez toutes les espèces de brochets. Après, pour ce qui est des tailles aussi, juste rajouter qu'en fait, on le retrouve dans des petits milieux et non dans des grands milieux, ce qui fait qu'aussi on a une pression de la taille du milieu sur la taille des brochets. Ce qui fait qu'actuellement, vu qu'on le retrouve surtout dans les têtes de bassins versants et dans les petits cours d'eau, on n'arrive pas à retrouver des gros sujets. Néanmoins, historiquement parlant, sur certains cours d'eau et sur certains plans d'eau, il y avait des brochets aquitains qui dépassaient le mètre. Voilà. Merci, monsieur le directeur, pour toutes ces précisions. Oui, bonjour. Patrice Baroche, donc président APPMA de Broca. Concernant, c'est pour Laura la question là, mais concernant l'étude sur la période de reproduction, ça va peut-être être infirmé ou confirmé par l'étude suivante. Est-ce que c'est lié, est-ce qu'il peut y avoir une évolution liée aux aléas climatiques? Est-ce que la température de l'eau joue sur cette reproduction, sur la période de reproduction? Alors, même dans la bibliographie pour le brochet commun, il semble qu'en fait, il y a des déclencheurs de température et peut-être d'autres éléments climatiques à voir aussi, avec peut-être la pluviométrie, etc. Donc ça, c'est des choses à voir. Je n'ai pas la réponse pour l'instant, donc peut-être avec le futur, on aura des réponses à ce genre de questions. Qu'est-ce qui déclenche en fait cette période de reproduction? Il y a des craintes par rapport à ces périodes de reproduction, parce que réchauffement climatique il y a. On suppose qu'on se projette aussi sur... De ce qu'on sait et ce qu'on pense, l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'il lui faut un petit pic de froid pour qu'il se reproduise, on pense. Donc si les hivers sont de plus en plus doux, potentiellement, il va être perturbé par ce réchauffement des hivers. Et une autre question, donc c'est pour Marion. Concernant effectivement les évolutions de la réglementation. Donc là, on a vu l'évolution de réglementation qui a un impact, on va dire, lié à la pratique de la pêche. C'est-à-dire sur la taille du brochet, on joue. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser aussi le sujet sur l'évolution des autres réglementations qui
qui pourrait avoir un impact beaucoup plus important, c'est-à-dire le code rural. Aujourd'hui, certains forestiers continuent à surcreuser les fossés, voire à transformer des petits rues en fossés, et ça, on sait que ça a un impact énorme sur notre système lagunaire et donc sur la reproduction du brochet. Donc effectivement, aujourd'hui, on n'est pas sur une réglementation amont, on est sur une réglementation aval, et c'est le pêcheur qui subit. Oui, alors ça j'en ai parlé dans les actions qu'on fait. On travaille de façon très étroite avec les services de l'État, par exemple sur les cartographies frayères, les choses comme ça. Donc nous on essaie de leur transmettre l'information pour que eux après ils puissent aussi faire respecter la réglementation. Voilà, quand je disais qu'on est le plus présent possible dans les réunions pour prêcher la bonne parole du brochet auprès des propriétaires, des gestionnaires, ça sert à ça aussi. Après voilà, on essaie d'être le plus présent possible, on n'a pas toujours le dernier mot. Mais en tout cas, on fait notre possible pour que, oui, on sait très bien que l'ensablement chronique des cours d'eau, bon, le sable dans les landes, il y en a, mais l'ensablement chronique, ça fait partie des problèmes. L'assèchement de nos dernières lagunes, ça en fait partie aussi, c'est une menace qui pèse, donc on essaie d'être présent et de travailler intelligemment avec nos partenaires. Oui, bonjour, Voilà, Thierry pardon. Marchand de la PPMA de Sanguinet. Est-ce qu'il y a des études qui sont menées sur les hybrides? Alors on essaye de les prendre en compte, mais ce n'est pas notre priorité pour l'instant. On voudrait vraiment produire un maximum de connaissances sur le brochet aquitain. Mais on a quand même quelques connaissances sur les hybrides et il semble être le parfait mélange de ces deux espèces pour l'instant. Autre question. Autre question. Monsieur. Pardon. Bonjour à tout le monde, Monsieur Ronos, vice-président de la PPMA de Saint-Paul. Voilà, une question concernant les plantes invasives. Sont-elles propices ou néfastes pour la reproduction du brochet, s'il vous plaît? Alors, pour la reproduction du brochet, il lui faut une végétation plutôt type herbacée, dense et dressée. Donc, si votre question c'est la Jussille, la Garot, la Fédération du 33 qui fait des campagnes de raclage, donc elle va dans les frayères, elle racle la végétation avec une épuisette et elle regarde s'il y a des œufs. Elle a déjà trouvé des œufs sur le Lagaro-siphon, par exemple. Donc, est-ce que c'est quand il n'a que ça à disposition, il fait avec ça, avec ce qu'il a. Après, bon, c'est une réalité. Ça lui sert forcément dans une certaine mesure. Quand c'est extrêmement envahissant, extrêmement dense, c'est sûr que c'est problématique pas que pour le brochet. Mais c'est pas sa végétation de prédilection, mais il semble qu'il s'adapte. Voilà. Alors après, il faut suivre. C'est des dynamiques. Oui, voilà, ça change très vite. On n'a pas la réponse. Il n'y en a pas la solution. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait levé le bras. Voilà, pardon, monsieur. Bonjour, Bernard Cédric de la PPMA de Tartas, administrateur. Pour un pêcheur de brochet lambda, à l'heure actuelle, dans cette partie du sud-ouest, quelles sont les chances ou plutôt les probabilités de prendre un brochet aquitain? La question est pertinente. Déjà, il faut se rendre sur le site où il est présent. Donc, je ne suis pas sûre que tout le monde sache où est-ce qu'il y en a uniquement. Après, c'est sûr qu'on a peut-être plus de chances de pêcher déjà un brochet sur les Grands Lacs que sur la Mi-12, ça c'est certain. Après, faut essayer. Hein. J'ai pas la réponse. Fernand Reynaud vous aurait répondu un certain temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans cet échange sur le brochet aquitain? Moi, j'en ai une pour Laura. Étant donné que tu as étudié l'ADN ancestral du brochet aquitain, a-t-il évolué au cours de ces dizaines de milliers d'années? Y a-t-il une grande différence entre l'ADN historique et l'ADN de maintenant? Je ne sais pas, parce que comme je l'ai dit, j'ai eu les résultats lundi et dans le train pour venir hier. Donc, je n'ai pas trop eu le temps de regarder. Est-ce qu'il est prévu de voir s'il y a une évolution ou pas de son ADN au cours du temps? Oui, il est prévu de regarder si les séquences qu'on a réussi à extraire des ossements diffèrent des brochets actuels. Donc ça, c'est les prochaines étapes. Pour conclure, l'effort qu'on fait, nous, aujourd'hui, c'est d'acquérir les zones humides
parce qu'on sera sûr que ce sera des sanctuaires où ils ne seront pas pêchés et pas agressés et pas hybridés. Okay, donc on dépense un certain nombre de milliers d'euros dans le domaine avec l'assistance de la fondation de la Fédération nationale. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Ah oui. Donc il y a quelques semaines, on a fait passer sur les réseaux notre nouvelle petite mascotte de brochet aquitain et on avait demandé aux internautes de proposer des petits noms. Donc on a eu un florilège de commentaires et on va vous donner aujourd'hui le nom qui a été retenu suite au vote. Donc voilà, c'est Akitou. Il a une bonne tête. Oui. Il est sympathique, quoi. On tend à le protéger, quoi, à le câliner. Voilà, ce fameux Akitou. On souhaite la bienvenue à monsieur le député Lionel Cos également qui nous a rejoints. Merci Marion, merci Laura, je pense qu'on peut les applaudir. On peut nourrir de vos applaudissements leurs interventions. En tout cas, c'était très intéressant. Avec le sourire, le côté solaire, l'information, il y avait, je pense, absolument tout pour susciter, on va dire, notre intérêt. Merci et on va passer à un deuxième atelier qui sera tout aussi enrichissant.